protéines, des récepteurs, donc ils vont être reconnus par les récepteurs spécifiques au niveau des cellules cibles, de phospholipides et de cholestérol libre qui sont hydrophiles. D'accord? Donc, Donc, pour le métabolisme des lipides, donc je reprends un petit peu la physiologie. Donc, on a deux étapes, la phase exogène et la phase endogène. D'accord? Donc, la phase exogène, la voie exogène, donc le cholestérol alimentaire, les acides biliaires et le cholestérol donc endogène arrive au niveau du tube digestif. Il arrive, donc il va être hydrolysé par les lipases pancréatiques. Il subit une première hydrolyse, puis donc il arrive au niveau de l'entérocyte. Il va être absorbé par les entérocytes. Il va y avoir donc une hydrolyse, puis reconstitution, puis donc l'apparition des chylomicrons. Les chylomicrons, ce sont des molécules qui apparaissent en période postprandiale constituées, disons, à 99% de triglycérides. D'accord? Véhiculés dans les capillaires, ils vont subir une première hydrolyse par les lipoprotéines lipases et ça va me donner le rémanent de chylomicron. Le rémanent de chylomicron, il va y avoir, disons, 75% de triglycérides, 25% de cholestérol. On arrive au niveau de la cellule hépatique. Ça va être donc le rémanent de chylomicron va être reconnu par le récepteur de l'apoprotéine E. Internalisation au niveau de la cellule hépatique, soit stockage, soit synthèse. Et on va avoir donc la formation de molécules de VLDL cholestérol qui vont être relarguées dans les capillaires et qui va être aussi synthétisé au niveau des capillaires. Donc, le rémanent de chylomicron qui est constitué de 75% de triglycérides, 25% de cholestérol, va subir une hydrolyse au niveau de ces triglycérides. Ça va me donner le VLDL cholestérol qui va être donc majoritairement triglycérides, cholestérol. Une autre action de la lipoprotéine lipase, ça va me donner la naissance du IDL cholestérol intermédiaire densité lipoprotéine, qui est une molécule qui contient 50% de cholestérol, 50% de triglycérides. Les pourcentages sont schématiques pour que vous compreniez, d'accord? C'est pas 50-50. Donc, l'IDL cholestérol va subir une autre donc action enzymatique pour donner naissance au LDL cholestérol qui sont majoritairement constitués de cholestérol estérifié. Et ce LDL cholestérol va être reconnu via les récepteurs de l'apoprotéine B par la cellule musculaire, par la cellule donc et les macrophages vasculaires. Au niveau de la cellule musculaire, il va être internalisé. Donc, on l'appauvrit en cholestérol estérifié, non estérifié. On y met du cholestérol estérifié, ça me donne la naissance de l'HDL cholestérol. Donc, cet HDL cholestérol véhiculé donc dans les capillaires subit l'action de la LCAT. Ça va me donner le HDL2 avec cholestérol estérifié, l'IDL cholestérol qui va être reconnu par l'hépatocyte, phagocyté donc, et ça va on aura diminué le cholestérol des cellules périphériques vers le foie pour être éliminé dans le cercle entéro-hépatique. 25% des molécules de LDL cholestérol vont être phagocytées par les macrophages vasculaires qu'on appelle les cellules éboueuses, d'accord, les scavengers. Et donc, ce macrophage va phagocyter le LDL cholestérol. En phagocytant le LDL cholestérol, ça devient une cellule spumeuse, donc une cellule qui contient de la graisse. Cette cellule spumeuse subit des modifications biochimiques qui fait qu'elle va adhérer beaucoup plus que le macrophage simple à la paroi vasculaire. Et c'est le début de l'athérome et de l'athérosclérose. Donc, plus on produit de LDL cholestérol, plus on va phagocyter par les macrophages éboueurs, plus on produira des cellules spumeuses qui adhéreront à la paroi interne des vaisseaux et qui vont former une couche d'athérome et d'où l'athérosclérose. D'accord? Là, vous avez tous cette plaque-là. On reprend toujours donc à partir du foie. Donc, on va avoir le LDL cholestérol, l'IDL, le VLDL, donc les chylomicrons au niveau des intestins. Donc, ça s'explique par soi-même. Devant une dyslipidémie, donc la dyslipidémie va être diagnostiquée cliniquement
Donc, on va voir les caractéristiques des différentes dyslipidémies. Il faut savoir que le diagnostic va être biologique. Donc, c'est un taux de cholestérol qui est élevé, de triglycérides, d'HDL ou de LDL. Donc, on doit toujours éliminer les causes de dyslipidémie secondaires, les endocrinopathies, les maladies rénales, hépatiques, pancréatiques, les immunoglobulopathies, certains médicaments et surtout la grossesse. C'est pour ça qu'on ne va pas interpréter un bilan lipidique chez une femme enceinte. C'est une situation physiologique de dyslipidémie. Une fois on a éliminé toutes ces causes-là, on va parler donc on est devant une dyslipidémie primaire, on doit la classer selon la classification de Fredrickson. Donc, les Fredrickson, donc, vous savez très bien, on a vu, donc, on a le type 1, 2, A, 2, B, 3, 4 et 5. On avait vu, donc le type 1, c'est une atteinte des chylomicrons. Le type 2A, c'est une atteinte du LDL. Le type 2B, c'est une anomalie de LDL, de VLDL. Le type 3, VLDL, type 4, VLDL, type 5, VLDL et chylomicrons. Et là, vous avez le profil lipidique des patients selon le type de dyslipidémie. Pour faciliter l'apprentissage, vous prenez type 1, 2A, 2B, 3, 4, 5. Vous allez lipoprotéines, vous allez mettre chylomicron dans le 1 et dans le 5. Vous allez mettre le LDL dans le 2 et dans le 2A, 2B. VLDL, 2B, 3, 4 et 5. Donc, type 1, 2A, 2B, 3, 4, 5. Lipoprotéines atteintes chylomicron 1 et 5. LDL 2A, 2B. VLDL 2B, 3, 4 et 5. Ça va me donner un profil lipidique. Dans le type 1, je vais avoir beaucoup plus de triglycérides que de cholestérol. Dans le type 2A, je vais avoir uniquement du cholestérol. Dans le type 2B, je vais avoir du cholestérol plus que les triglycérides. Dans le type 3, c'est beaucoup plus les triglycérides que le cholestérol. Le type 4, c'est uniquement des triglycérides. Le type 5, c'est du cholestérol et des triglycérides. Donc, pour le profil lipidique, je vais mettre triglycérides et cholestérol dans le 1 et le 3. Je vais mettre cholestérol seul dans la 2A, triglycérides seul dans la 4. Dans le 2B et le 5, je vais avoir cholestérol plus triglycérides. D'accord? Donc, l'hypercholestérolémie familiale monogénique due à une mutation du gène des récepteurs du LDL, ça va me donner une élévation du LDL cholestérol. La forme hétérozygote, le LDL est compris entre 2 et 4,5 grammes par litre. Je vais avoir des complications cardiovasculaires très précoces. Dans la forme homozygote, le taux de LDL est supérieur à 5 grammes par litre. D'accord? Donc, je vais avoir des complications cardiovasculaires carrément infantiles. L'hyperlipidémie familiale combinée, donc on a élévation des triglycérides et du cholestérol, ça peut être du 2B, du 3 ou bien de la 5. Les complications cardiovasculaires dépendent du niveau de lipides, donc du cholestérol. Elles peuvent être révélatrices. Généralement, on a un taux de triglycérides qui est très élevé, supérieur à 4 grammes. Vous retiendrez que les hypertriglycéridémies familiales donc, dépendent du surpoids, transmission autosomique dominante. Vous retiendrez par rapport à l'hypertriglycéridémie qu'il y a un risque de pancréatite aiguë quand le taux de triglycérides dépasse les 8 grammes par litre. C'est ce que vous devez retenir. D'accord? Donc, le traitement, il faut savoir qu'on ne traite pas un bilan lipidique, mais on traite une personne qui a un risque de complications ischémiques, donc un risque cardiovasculaire. Toujours, devant une dyslipidémie, évaluer, rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire et évaluer le niveau de risque cardiovasculaire pour fixer les objectifs thérapeutiques du LDL cholestérol notamment. Après avoir éliminé une cause secondaire qui peut être traitée et normaliser la dyslipidémie, donc, on va préconiser en première intention les mesures hygiéno-diététiques, puis donc utiliser les médicaments, que ce soit les fibrates ou les statines, pour normaliser le bilan lipidique de notre patient. Les fibrates augmente l'activité de la lipoprotéine lipase et la taille des LDL cholestérol en diminuant leur densité, ce qui fait qu'ils ont une action sur la réduction des triglycérides de jusqu'à 50%, une augmentation du LDL jusqu'à 40% et diminution des LDL de 15 à 30%. D'accord? Les effets secondaires des fibrates sont communs aux statines, c'est les myalgies, la rhabdomyolyse aiguë, la cytolyse hépatique, l'insuffisance rénale. Donc, toujours doser les transaminases avant de débuter un traitement, un mois après et chaque 3 mois,
puis annuellement avec dosage des CPK et LDH, surtout si le patient se plaint de myalgie. Donc, les statines vont avoir une action beaucoup plus sur le LDL qui vont réduire jusqu'à 60%, moindre par rapport aux triglycérides jusqu'à 45% et une augmentation de HDL qui est minime jusqu'à 15%. D'accord? Les effets indésirables sont comme ceux des fibrates, donc élévation des CPK, LDH, rhabdomyolyse aiguë, myalgie, donc surveillance des transaminases et des CPK. On doit toujours arrêter le traitement si le taux de CPK devient supérieur à 5 fois la normale ou bien le TGO-TGP, donc 3 fois la normale. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport aux dyslipidémies, on passe donc à la surrénale. Donc, on va passer à la surrénale.